Bonsoir Nicolas Sarkozy. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors avant de vous faire réagir sur une actualité française très lourde et très conséquente, je voudrais votre opinion sur cette élection en Autriche qui nous renvoie évidemment à notre situation en France avec la montée du Front National. Qu'est-ce qu'elle vous inspire Nos systèmes démocratiques sont bien malades. Parce qu'au fond, le système démocratique a été conçu par des gens de raison au service du bon sens. Et qu'est-ce qu'on voit partout dans le monde? Que ceux qui crient le plus fort, souvent avec des raisons, obtiennent le maximum d'écho. Et quoi qu'il arrive en Autriche, ça renvoie à la situation de notre pays. Quand la gauche et la droite ne débattent pas, quand elles se ressemblent, quand la pensée unique occulte le débat, quand toute phrase sur un sujet, une préoccupation des Français devient objet de polémique. Pendant des années dans notre pays, on n'a pas pu parler d'immigration sans être traité de raciste. On n'a pas pu parler de l'islam sans être traité d'islamophobe. On ne pouvait pas émettre la moindre réserve sur l'Europe sans être traité d'europhobe. Il faut bien comprendre que la démocratie, c'est le débat, frontal parfois, approfondi pour que les gens puissent choisir. Eh bien, ça fait, je crois, 10 ans qu'en Autriche, comme en Allemagne, il y a une grande coalition au pouvoir, c'est un mélange de la droite et de la gauche. Quand il n'y a plus de droite et quand il n'y a plus de gauche, eh bien, les extrêmes en profitent. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui est quand même assez préoccupant parce que Vienne, c'était la capitale intellectuelle de l'Europe, hein, au début, enfin, jusque dans les années 30-40. Et puis l'Autriche n'est pas un pays périphérique. Donc ce qui se passe en Autriche, oui, si le débat politique français ne réagit pas, si l'alternance ne se fait pas autour d'idées fortes, où chacun défend ses convictions, sans l'obsession de se ressembler tous, eh bien c'est ce qui peut arriver. Alors, on va revenir à la situation sociale en France. On l'a dit, une mobilisation anti-loi El Khomri, des manifestations à répétition, des casseurs, un blocage désormais des raffineries de pétrole. Ça ressemble étrangement à la situation que vous avez vous-même connue en 2010, au moment de la réforme des retraites. Est-ce que ça veut dire que vous comprenez ce que le gouvernement traverse aujourd'hui? Permettez-moi de vous dire que je ne ferai pas cette remarque. Enfin, je respecte. Il s'est passé en pire tout ce que je viens d'expliquer. Pardon, c'est pas sur les conséquences. En 2010, j'ai fait la réforme des retraites parce que notre régime de retraite était en faillite, il fallait passer, ça ne m'a pas amusé, ça n'amusait personne. Justement, est-ce que vous comprenez la nécessité de réforme du gouvernement aujourd'hui? On est passé de 60 à 62 ans, les gens n'étaient pas contents, ça a sauvé l'équilibre des régimes de retraite. Et je n'ai pas reculé. Là, c'est tout à fait différent. J'entendais dans votre journal le patron de la CGT protester. Il a appelé à voter pour François Hollande. Et François Hollande a menti. Jamais il n'avait parlé d'une possibilité de réformer la loi El Khomri ou le marché du travail. Les gens se sentent dupés et sont furieux. Deuxième chose, quand j'ai fait la réforme des retraites, j'ai refusé le 49.3, alors que ça tanguait. Pourquoi? Parce que si vous refusez le débat au Parlement, vous avez la violence dans la rue. Or, le gouvernement donne le sentiment de l'impuissance, sentiment d'une forme d'anarchie, une perte complète d'autorité. C'est de l'impuissance de vouloir réformer jusqu'au bout, comme l'a dit François Hollande? L'impuissance, c'est quoi? C'est qu'un jour, c'est Mme Leonarda qui vient dicter ses conditions président de la République française. Un autre, c'est l'occupation d'une autoroute par des gens du voyage qui ne sont pas contents parce qu'on n'a pas libéré l'un des leurs. Un troisième, c'est la place de la République qui est occupée. On se demande bien pourquoi. Je croyais qu'on était en état d'urgence. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors justement, monsieur Sarkozy? Je vais vous le dire. C'est intéressant et là, d'avoir. la France est au bord de la pénurie. On bloque des raffineries. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a, me semble-t-il, 4 propositions. Est-ce qu'il faut évacuer la place de la République? Enfin, l'évidence. Il faut envoyer les CRS Enfin, madame, soit nous sommes en situation d'urgence, et dans ce cas-là, la place de la République n'a pas à être occupée. Mais la première proposition que je fais, c'est le rétablissement des peines planchées pour toute personne qui porte atteinte à l'intégrité physique d'un représentant de l'autorité publique qui porte un uniforme. Policier, gendarme, pompier, gardien de prison, ça suffit. Mandat de dépôt en prison, avec la certitude qu'il n'y aura pas de remise de peine. Attaquer un représentant de la République, c'est s'attaquer à la République. En Angleterre, vous touchez un bobby, comme ils disent, c'est 2 ans de prison. Aux États-Unis, personne ne porterait la main sur un représentant des forces de l'ordre. 350 membres des forces de l'ordre blessés. J'ai vu l'autre jour la vidéo sur les réseaux extravagante de la violence de ces casseurs contre les forces de l'ordre. Il y a 4 personnes qui sont mises en examen pour tentative de meurtre. Il y a une réponse judiciaire pour l'instant. Tant mieux, c'est le moins qu'on doive à nos policiers. Donc première chose, rétablissement des peines planchées. Deuxième chose, il n'y a aucune raison que les contribuables français paient les conséquences des activités de ces casseurs.
Et je demande que les organisateurs déclarés de ces manifestations, il y a quand même des gens qui vont déclarer ces manifestations, eh bien qu'ils en assument la responsabilité civile, c'est-à-dire la responsabilité financière. Quand des vitrines de commerçants sont cassées, quand une voiture de police est brûlée, quand des dommages physiques sont faits sur des fonctionnaires ou des militaires ou des policiers, eh bien ce doit être, me semble-t-il, les organisateurs de ces manifestations qui doivent en assumer la responsabilité. Sur les casseurs, beaucoup à gauche vous renvoient la responsabilité finalement en expliquant que pendant votre mandat, vous avez supprimé 9000 postes pour la police et la gendarmerie. C'est la Cour des comptes qui le dit. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je voudrais dire que je ne suis plus président de la République depuis 4 ans et demi. C'est difficile de mettre sur le dos les casseurs d'aujourd'hui. Mais vous l'étiez entre si 2007 les et 9000 recrutements du ministre de l'Intérieur avaient servi à quelque chose, on se demande pourquoi on se retrouve dans cette situation. Ce n'est pas du tout une question d'effectif, c'est une question d'autorité. Mais je ferai une troisième proposition. Je souhaite qu'on interdise préventivement et administrativement à un certain nombre de casseurs que l'on connaît, français et étrangers, de participer à ces manifestations. L'interdiction existe déjà, mais vous voulez dire qu'elle n'est pas suivie d'obligation sur le terrain? Absolument pas suivie. Pour les hooligans, rappelez-vous, nous étions empoisonnés, le mot est faible, par des gens qui venaient au football ou dans les stades, non pas pour participer à la fête, mais pour casser et pour démolir. Eh bien, aujourd'hui, on en est débarrassé parce que les jours de match, ces gens qui sont fichés, sont convoqués au commissariat ou à la gendarmerie, eh bien, il n'y a qu'à faire pareil, exactement pareil, pour les casseurs. Enfin, je propose une dernière chose, la dissolution immédiate de tous ces groupes d'ultra-gauche. Le gouvernement l'a fait pour les groupes d'extrême droite. Pourquoi ne le fait-il pas pour les groupes d'ultra-gauche? Quand vous pensez qu'il y a une coordination qui ose s'appeler, il faut le faire, en 2016 en France, silence, la police assassine. C'est une injure à l'endroit de la police de la République. La France n'a pas à tolérer cela. Ils doivent être dissous et traînés devant les tribunaux pour rendre compte de ces injures. On ne parle pas comme ça des forces de la République. Vous parliez des matchs de football tout de suite, même si on est loin de la question des casseurs, évidemment, on parle de menaces terroristes ces derniers jours en France. Est-ce que vous êtes pour le maintien des fan zones? Alain Juppé a défendu cette idée pour ne pas céder à la panique. Bon, ce n'est pas une question de céder à la panique. Vous savez, s'il y a un euro 2016, c'est parce que président de la République, je me suis battu pour que la France soit candidat et obtienne cette désignation. Donc vous êtes pour le maintien de ces fan zones? J'aime le football et je comprends parfaitement que les jours d'événements festifs et sportifs, on a envie de faire la fête. Mais il faut dire la vérité aux Français. Le président de la République dit à la France, nous sommes en état d'urgence. Et il a donc décidé de demander au Parlement de voter la prolongation de l'état d'urgence. Alors je pose une question très simple à comprendre. Est-ce qu'il est raisonnable, alors que le pays est en état d'urgence, de prévoir l'organisation de fan zones à Paris, madame? C'est 100 000 personnes sur la Tour Eiffel. Est-ce que nos forces de l'ordre n'auront pas d'autres choses à faire, d'autres responsabilités à assumer que de garder une fan zone de 100 000 personnes à Paris? Je suis donc très hésitant sur l'opportunité d'avoir des fan zones. Il fallait maintenir l'euro, c'est une bonne décision. L'euro doit se dérouler dans les stades. Les fan zones, je trouve que c'est un risque. J'espère de tout cœur que tout se passera bien, mais je pense qu'on a autre chose à faire de nos policiers, de nos gendarmes, avec le risque d'aujourd'hui que de garder des fan zones. Avec tout ce que vous nous avez dit ce soir, Monsieur Sarkozy, qui incarne au niveau des candidats à la primaire de la droite vos idées? J'imagine que vous n'êtes toujours pas candidat à la primaire, cette primaire. Madame, c'est tout simple. J'ai été élu président de la première famille politique de France. Je suis le responsable de l'opposition. Les Français sont inquiets, sont exaspérés. Tout l'ouest de la France se trouve sans carburant ou avec un risque de rationnement. Il est normal que le chef de l'opposition vienne à la télévision pour dire voilà, devant cette perte d'autorité, ce sentiment général d'anarchie, voilà ce qu'il conviendrait de faire, voilà les propositions qui sont les nôtres. J'ai un travail à finir, je vais le finir, et le moment venu, je viendrai si vous m'invitez pour dire aux Français quel est le sens de ma décision. Je vous remercie. Je prends date. Merci beaucoup d'être venu nous répondre ce soir, Monsieur Sarkozy. Merci.